Mon frère a exhibé son chèque de paie et m'a demandé si j'avais besoin d'argent pour l'essence, pendant que ses amis riaient de ma vieille voiture. Ils pensaient être intouchables. Ils se sont figés de terreur quand ils sont entrés dans la salle de réunion et m'ont vu assis en bout de table. « Vous êtes viré ?» ai-je chuchoté. « Je m'appelle Harper Cole. J'ai 29 ans. Et il y a quelques jours, mon propre frère m'a traité comme une mendiante sur un parking qui m'appartient. Avant de vous raconter le moment où son visage est devenu blanc comme un linge et où ses genoux ont flanché, faites quelque chose pour moi. Laissez un commentaire et dites-moi quelle heure il est, où vous êtes et depuis quel pays vous regardez. Je veux voir jusqu'où une histoire sur l'arrogance, le karma et un plat de vengeance servi très froid peut voyager. Le soleil tapait sur l'asphalte du parc d'entreprise. Le genre de chaleur qui fait miroiter l'air et sentir le goudron fondu. C'était un mardi en fin d'après-midi. J'étais assise dans ma voiture, une berline grise de 2011 avec une bosse sur le pare-choc arrière et un moteur qui semblait cracher un poumon à chaque fois que je tournais la clé. La climatisation avait rendu l'âme il y a 3 étés, alors j'avais les fenêtres baissées, transpirant à travers mon t-shirt, attendant que le trafic se dissipe à la sortie principale. C'est là que je l'ai vu, Dylan, mon frère aîné. Il sortait des doubles portes en verre du bâtiment principal, le siège de Zénith Financial. Il n'était pas seul. Il était flanqué de 3 autres gars, tous vêtus de costumes taillés sur mesure qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture entière. Il riait, ce rire fort et tonitruant qui dit « Nous possédons le monde et tous les autres ne font qu'y de l'espace ». J'aurais dû remonter la vitre. J'aurais dû simplement monter le son de la radio et regarder ailleurs. Mais Dylan a un radar pour moi. Il a ce 6e sens pour me trouver chaque fois que je suis au plus mal, juste pour pouvoir me rappeler la hiérarchie dans notre famille. Il a repéré ma voiture en premier. Difficile de la manquer dans une mer de BMW, de Tesla et de Mercedes. Mon tas de ferraille gris faisait tache. Il s'est arrêté, a dit quelque chose à ses amis et a pointé du doigt. Ils se sont tous retournés pour regarder. Mon estomac s'est noué. Je savais ce qui allait arriver. C'était la même routine que nous jouions depuis le lycée. Seulement maintenant, les enjeux étaient plus élevés et le public était plus riche. Dylan a trottiné vers moi, ses amis le suivant comme une meute de hyènes bien habillées. Il a appuyé son bras sur le toit de ma voiture, bloquant le soleil, me scrutant à travers ses lunettes de soleil aviateur. « Harper » a-t-il tonné, affichant un sourire carnassier et sans aucune chaleur. « Je ne savais pas que tu étais dans le quartier. Qu'est-ce que tu fais ici? Des livraisons? Uber ?» Un de ses amis a ricané. « Peut-être qu'elle ramasse des canettes, dit-il. » J'ai agrippé le volant, mes jointures devenant blanches. « Je fais juste des courses, Dylan. Content de te voir. »« Vraiment ?» Il a ri. Se redressant et fouillant dans la poche intérieure de sa veste. Il a sorti un long morceau de papier rectangulaire. Un chèque de paie, mais pas n'importe lequel. C'était un chèque de bonus. Je pouvais le dire à la couleur du bordereau. Zénith Financial émettait des bordereaux bleus pour le salaire standard et des bordereaux couleur crème pour les bonus de performance trimestrielle. Il l'a agité en l'air comme un drapeau. Le papier a fait un bruit sec. Je viens de recevoir le paiement trimestriel, s'est-il vanté, s'assurant que ses amis pouvaient l'entendre. Meilleur revenu de la division, encore une fois. Les chiffres là-dessus sont embarrassants, honnêtement. Je ne sais même pas ce que je vais en faire. Peut-être un nouveau bateau ou peut-être que je vais améliorer la Rover. Il s'est penché à nouveau, approchant son visage de la fenêtre ouverte. L'odeur d'eau de Cologne coûteuse et de café rassis a flotté vers moi. Et, a-t-il dit, sa voix descendant dans un faux chuchotement, bien qu'assez fort pour son public. As-tu besoin d'aide, Harper? Je veux dire, vraiment, ce bruit que fait ton moteur, on dirait que c'est terminal. Je vais bien, Dylan, ai-je dit en regardant droit devant moi. Allez, a-t-il insisté, fouillant dans sa poche avec son autre main. Il a sorti une liasse de billets. Des billets de 20 et de 50, pliés dans une pince à billets en argent. Il a détaché un billet de 20 et l'a jeté par la fenêtre. Il a atterri sur mon siège passager. Prends-toi de l'argent pour l'essence, a-t-il dit. Ou peut-être un désodorisant. Ça sent le désespoir là-dedans. Ses amis ont explosé de rire. Ils étaient pliés en deux, se tapant dans le dos.
De l'argent pour l'essence, a crié l'un d'eux. Bien joué, Dylan. Elle a besoin d'une toute nouvelle voiture, mec. Pas juste de l'essence, a renchéri un autre. J'ai regardé le billet de $20 sur le siège. Puis j'ai regardé Dylan par-dessous ses lunettes de soleil. Je savais que ses yeux brillaient de plaisir. Il ne s'agissait pas d'aider sa sœur. Il s'agissait de spectacle. Il avait besoin de montrer à sa meute qu'il était l'alpha, celui qui réussit, le roi généreux jetant des miettes aux paysans. Prends-le, a-t-il insisté en souriant. Sérieusement. J'ai gagné plus que ça le temps de marcher jusqu'à ta voiture. Considère ça comme un don au fonds de survie Harper. J'ai ramassé le billet. Pendant une seconde, j'ai pensé à le froisser et à le lui jeter au visage. J'ai pensé à hurler que je n'avais pas besoin de sa charité. J'ai pensé à lui dire exactement qui avait signé ce chèque couleur crème qu'il agitait, mais je ne l'ai pas fait. J'ai lissé le billet sur ma jambe, pris une profonde inspiration et l'ai regardé dans les yeux. Garde-le, Dylan, ai-je dit calmement, tendant la main pour le lui rendre. Il a reculé comme si je lui tendais un mouchoir sale. Non, non, j'insiste. Tu en as clairement plus besoin que moi. Regarde-toi. Tu portes quoi, c'est de la marque Target? J'ai dit garde-le, ai-je répété d'une voix stable. Tu pourrais en avoir besoin plus tard. Il a ri à nouveau, secouant la tête. Moi, avoir besoin de $20? Harper, regarde ce chèque. Il a agité le bordereau de bonus près de mon visage à nouveau. Je suis à l'abri pour la vie. Je suis intouchable ici. Mais, si tu es trop fier pour prendre du liquide, c'est ton problème. Ne dis pas que je n'ai jamais essayé d'aider. Il a tapé 2 fois sur le toit de ma voiture. Boum. Boum. Un geste dédaigneux comme on tapote un chien. Très bien, les gars. On y va. Les boissons sont pour moi. Clairement, ma sœur a des choses très importantes à faire assise dans une voiture chaude. Ils se sont tournés et sont partis, se dirigeant vers une rangée de véhicules de luxe rutilants. Je les ai regardés partir. J'ai regardé la façon dont Dylan se pavanait, les épaules en arrière, le chèque toujours serré dans sa main comme une arme. Il a jeté la tête en arrière, riant de quelque chose qu'un des gars avait dit. Probablement une autre blague sur ma voiture pourrie. Je suis resté assise là un long moment, écoutant le ralenti de mon moteur. La chaleur était suffocante, mais je me sentais froide. Froide et tranchante. J'ai regardé le billet de $20 toujours posé sur le siège passager. Il ne l'avait pas repris. Intouchable, ai-je chuchoté pour moi-même, répétant son mot. J'ai passé la vitesse. La transmission a fait un bruit sourd. En sortant du parking, j'ai vérifié le rétroviseur une dernière fois. Dylan montait dans sa Range Rover noire. Il avait l'air d'être le roi du monde. Il n'avait aucune idée que la voiture pourrie dont il venait de se moquer était enregistrée au nom de la même SARL qui possédait le bâtiment où il travaillait. Il n'avait aucune idée que les livraisons que je faisais étaient en fait des inspections de site pour une nouvelle aile du campus. Et il n'avait certainement aucune idée que le chèque de bonus dont il était si fier. C'est moi qui avais autorisé les fonds pour cela. Mais la chose la plus importante qu'il ne savait pas, c'est que j'avais une réunion prévue pour demain matin. Une réunion qui n'était pas encore sur son calendrier. Et ces $20, j'allais lui faire regretter de ne pas avoir économisé chaque centime. Pour comprendre pourquoi je ne lui ai pas simplement hurlé la vérité à ce moment-là, vous devez comprendre les calls. Vous devez comprendre la maison dans laquelle nous avons grandi. Dans notre famille, l'argent n'était pas seulement une monnaie. C'était de l'amour. C'était une valeur. C'était la seule langue que mes parents parlaient couramment. Mon père était avocat d'affaires, un homme qui mesurait sa journée en heures facturables. Ma mère était une mondaine qui mesurait sa valeur en invitation à des galas. Et puis il y avait Dylan, l'enfant chéri, le premier-né. Dès que Dylan a su marcher, il a été la star. Il était bruyant, charismatique et exigeant. Il voulait les jouets les plus chers, et il les obtenait. Il voulait les vêtements de marque, et il les obtenait. Mes parents le voyaient comme un investissement. Ils ont tout versé dans son fonds universitaire, ses activités parascolaires, son image. Dylan sera PDG un jour, disait mon père au dîner,
rayonnant alors que Dylan racontait une histoire sur la façon dont il avait triché à un examen ou charmé un professeur pour qu'il change une note. Il se fichait de savoir comment il obtenait les résultats tant qu'il avait l'air d'un gagnant. Ensuite, il y avait moi, Harper, la calme, celle qui aimait lire, qui aimait démonter les radios pour voir comment elles fonctionnaient, qui portait des manteaux d'occasion parce que, tu ne te soucies pas de la mode de toute façon, chérie. Quand j'avais 16 ans, j'ai lancé une petite entreprise en ligne vendant des modèles de sites web codés sur mesure. Je travaillais les nuits, les week-ends, les vacances. J'économisais chaque sou. Quand j'ai acheté ma première voiture, une Honda délabrée avec mon propre argent, mes parents l'ont regardée avec dédain. C'est une horreur dans l'allée, Harper, avait soupiré ma mère. Pourquoi ne nous as-tu pas demandé? Nous aurions pu t'aider à louer quelque chose de respectable comme ton frère. Mais ils n'ont jamais proposé et je n'ai jamais demandé. À l'âge de 25 ans, j'avais transformé cette petite entreprise de codage en Zénith Financial, une start-up fintech axée sur les algorithmes d'investissement automatisés. Je l'ai construite depuis un ordinateur portable dans un studio. Je mangeais des nouilles instantanées non pas parce que je le devais, mais parce que je réinjectais chaque dollar dans les serveurs, les logiciels et le personnel. Je vivais selon une règle simple, la richesse discrète. J'avais vu ce que l'argent faisait à Dylan. Ça le rendait mou. Ça le rendait cruel. Il pensait que le monde lui devait sa subsistance. Il passait d'un emploi à l'autre, se faisant virer pour conflit de personnalité, ce qui est le code RH pour être un abruti. Mais il retombait toujours sur ses pattes parce que mon père faisait jouer ses relations. Je ne voulais pas que ma famille soit impliquée dans Zénith. Je ne voulais pas des conseils de mon père et je ne voulais certainement pas que ma mère essaie de décorer le bureau. J'ai donc structuré l'entreprise avec soin. J'ai créé une société holding, Blue Horizon LLC, en tant que propriétaire. J'ai embauché un homme brillant et charismatique nommé Jordan pour être le visage public, le directeur des opérations. Il gérait la presse, les discours, les rubans. Je restais en retrait, inscrite sur la liste de paix en tant que consultante senior. Pour le monde extérieur, Jordan était le patron. Dans les documents internes, j'étais l'actionnaire majoritaire et la PDG. Cela fonctionnait parfaitement. Ma famille pensait que j'étais une freelance en difficulté qui survivait grâce à des contrats de conseil informatique. Cela correspondait à leur récit. Cela les mettait à l'aise. Si Harper a du mal, alors Dylan gagne et le monde est en ordre. Puis, il y a 6 mois, l'impensable s'est produit. Mon père m'a appelé. Harper, j'ai besoin d'une faveur. Pas pour moi, pour ton frère. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé en connaissant la réponse. Il a quitté son dernier poste, a dit papa. Différence créative. Écoute, je sais que tu fais du travail contractuel pour cette entreprise technologique, Zénith Financial. J'ai entendu dire qu'ils embauchaient des directeurs des ventes. Mon cœur s'est arrêté. Zénith? Oui, j'ai vu l'annonce. J'ai besoin que tu glisses un mot. Fais parvenir son CV à la bonne personne. Il a besoin d'une victoire, Harper. Il a une pension alimentaire à payer et le bail de son condo se termine. Je voulais dire non. Je voulais leur dire que Zénith avait une politique stricte contre les comportements toxiques. Mais ensuite, j'y ai réfléchi. J'ai pensé à la façon dont Dylan prétendait toujours être un génie des affaires qui avait juste de la malchance avec les patrons. J'ai pensé à la façon dont mes parents disaient toujours que je devrais apprendre de mon frère. Alors j'ai fait un choix dangereux. Envoie-moi le CV, ai-je dit. Je verrai ce que je peux faire. Je ne lui ai pas donné le travail. J'ai envoyé son CV au RH avec une note. Faites-lui passer un entretien. S'il est qualifié, embauchez-le. Traitez-le comme n'importe qui d'autre. Ne me mentionnez pas, il a obtenu le poste. Il est bon vendeur, je lui accorde ça. Il pourrait charmer un serpent pour qu'il sorte de son panier s'il pense qu'il y a une commission à la clé. Il a rejoint l'équipe et j'ai observé depuis l'ombre. Je pensais peut-être, juste peut-être, que s'il devait travailler pour l'obtenir, il changerait. Je pensais que peut-être la culture de travail acharné et de transparence de Zénith déteindrait sur lui. J'avais tort. Il ne savait pas que je possédais l'endroit. Pour lui, j'étais juste sa petite sœur qui faisait parfois des projets de consultation au service informatique.
Il me voyait rarement car j'ai une entrée privée vers ma suite de bureaux au dernier étage. Mais quand il me voyait, c'était implacable. Et Harp, tu répares la photocopieuse. Et Harp, essaie de ne pas planter le serveur aujourd'hui. J'ai encaissé. J'ai avalé les insultes parce que je voulais être professionnel. Je voulais garder ma vie de famille séparée de mon entreprise. Je me disais que ce qu'il disait n'avait pas d'importance tant qu'il atteignait ses objectifs de vente et traitait bien l'entreprise. Mais l'incident du parking, c'était différent. Ce n'était pas juste une rivalité fraternelle. C'était une humiliation publique. Et jeter l'argent, c'était le signe ultime de manque de respect. Ce n'était plus seulement à propos de moi. C'était à propos du genre de personne que je laissais représenter mon entreprise. S'il traitait sa propre sœur comme une ordure parce qu'elle conduisait une vieille voiture, comment traitait-il notre personnel junior? Comment traitait-il l'équipe de nettoyage? Comment traitait-il les clients qui n'avaient pas l'air assez riches pour lui? Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, le billet de 20 $ posé sur le siège à côté de moi, j'ai réalisé que j'avais été négligente. En cachant mon identité, je ne m'étais pas seulement protégé. J'avais permis à un monstre d'exister. Je suis entré dans l'allée de ma modeste maison de banlieue. Une autre chose dont Dylan se moquait parce que ce n'était pas un loft au centre-ville. J'ai coupé le moteur. Le silence de la voiture semblait lourd. J'ai saisi mon téléphone et j'ai appelé Jordan. Et, patronne, a répondu Jordan à la première sonnerie. Tout va bien? Tu as quitté l'inspection du site tôt. Je vais bien, ai-je dit, ma voix froide. Jordan, j'ai besoin d'un accès complet aux notes de frais de la division des ventes, en particulier l'équipe de Dylan Cole. Il y eut une pause. Dylan, ton frère. Y a-t-il un problème? Je ne sais pas encore, ai-je dit. Mais j'ai le sentiment que si je regarde sous le capot, je vais trouver beaucoup de pourriture. Sors tout. Reçu, journaux de voyage, budget de divertissement client, tout depuis le jour où il a commencé. Tu veux que je signale ça au RH, a demandé Jordan. Pas encore, ai-je dit. Je veux voir les preuves d'abord. Et Jordan. Ouais, vide mon emploi du temps pour demain matin et réserve la salle de réunion principale, celle avec la table en acajou. Avec qui est la réunion? Juste l'équipe de direction des ventes, ai-je dit. Et la sécurité. J'ai raccroché. J'ai revu dans mon esprit le chèque de bonus que Dylan m'avait agité au visage. Il était si fier de cet argent. Il pensait que cela le rendait puissant. Il pensait que cela le rendait en sécurité. Il avait oublié la règle la plus fondamentale des affaires. Ne mords jamais la main qui te nourrit, surtout quand tu ne sais même pas à qui appartient cette main. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau tôt, à 6h30. Les nettoyeurs passaient encore l'aspirateur sur les tapis du hall. J'ai passé ma carte magnétique, la noire qui donne accès à chaque porte du bâtiment, et je me suis glissé dans l'ascenseur privé. Je ne suis pas allé à mon bureau immédiatement. Au lieu de cela, je suis descendu à l'étage des ventes. C'était vide, silencieux, des rangées de bureaux ergonomiques, des écrans élégants et des salles de réunion aux parois vitrées. C'était l'empire que j'avais bâti. J'ai marché dans les allées, traînant ma main sur le dessus des box. Je me suis arrêté au bureau de Dylan. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Désordonné, arrogant. Une bouteille de scotch coûteux à moitié vide trônait sur le classeur. Strictement contre la politique de l'entreprise. Il y avait une photo encadrée de lui serrant la main d'une célébrité mineure lors d'un tournoi de golf. Pas de photo de famille, pas de photo d'amis, juste lui ayant l'air important. Et là, collé à son écran, il y avait un post-it. Objectif, 2 millions de $. Bonus, nouveau bateau. Je l'ai fixé. Un bateau. Il réduisait mes employés en poussière pour pouvoir s'acheter un bateau. J'avais entendu des rumeurs, bien sûr. On ne peut pas diriger une entreprise de cette taille sans entendre des murmures. Je savais que Dylan avait formé une clique. Ils s'appelaient eux-mêmes la « meute de loups », mais le reste du bureau les appelait les « intouchables ». Ils étaient les plus gros facturiers, oui, mais à quel prix? Je me suis souvenu d'un incident d'il y a 2 semaines. J'étais dans l'ascenseur portant un sweat à capuche et un jean, transportant une boîte de câbles de serveur. Les portes se sont ouvertes au 10e étage et Dylan est entré avec 2 de sa meute.
Il riait d'une analyste junior, une fille nommée Sarah. Tu l'as vu pleurer dans la salle de pause, a demandé un gars. Ouais, a ricané Dylan. Je lui ai dit que si elle ne pouvait pas gérer la pression, elle devrait aller travailler chez Starbucks. Elle a foiré la police de caractère sur la présentation. Erreur de débutant. Elle est ici depuis une semaine, a dit l'autre gars, bien qu'il souriait. Survie du plus apte, a haussé les épaules Dylan. Il m'a regardé alors, debout dans le coin avec ma boîte. Il ne m'a pas reconnu instantanément parce que j'avais une casquette tirée bas. Livraison, a-t-il demandé, sans vraiment me regarder. Juste du déplacement d'équipement, ai-je marmonné. Il a tendu la main et appuyé sur le bouton du hall, annulant ma sélection d'étages. On a besoin de cet express, a-t-il dit. Prends le prochain. On parle stratégie. Il m'a pratiquement poussé dehors alors que les portes se fermaient. J'ai trébuché dans le couloir, la lourde boîte me rentrant dans les côtes. Les portes se sont refermées et je les ai entendus rire à nouveau. C'était qui ça? Personne. Debout là, à son bureau, maintenant, le souvenir me faisait bouillir le sang. Il traitait les gens comme des meubles. Des obstacles à déplacer ou sur lesquels marcher. Je me suis dirigé vers le bureau de Sarah. C'était propre, organisé. Il y avait une petite balle anti-stress en forme de chat. Je l'ai ramassée. Sarah était brillante. J'avais examiné son dossier d'embauche moi-même. C'était une mère célibataire qui occupait 2 emplois avant celui-ci, major de sa promotion, et mon frère la réduisait aux larmes pour un choix de police de caractère. Excusez-moi. Je me suis retourné. Le garde de sécurité se tenait là, l'air méfiant. C'était Mike, le chef de l'équipe de nuit. Il a froncé les sourcils. Puis ses yeux se sont écarquillés en me reconnaissant. Mademoiselle Cole, a-t-il bégayé. Je ne vous attendais pas. J'ai vu quelqu'un sur les caméras et j'ai pensé. C'est bon, Mike, ai-je dit en reposant la balle anti-stress. Je vérifie juste les choses. Est-ce que tout va bien, a-t-il demandé, relaxant sa posture, mais semblant toujours inquiet. Mike, ai-je demandé. Vous voyez tout sur les caméras. Vous voyez comment les gens partent le soir. Parlez-moi de Dylan Cole. Mike a hésité. Il a regardé ses chaussures. Le nouveau directeur des ventes? Oui, il est énergique, a dit Mike diplomatiquement. La vérité, Mike, en off. Mike a soupiré. C'est un cauchemar, madame. Il laisse ses déchets de repas à emporter par terre pour l'équipe de nettoyage. Il se gare sur la place handicapée s'il est en retard. Eh bien, je l'ai vu crier sur le personnel jusqu'à ce qu'il tremble. Il appelle les stagiaires des larbins. La semaine dernière, il a dit à la réceptionniste qu'elle devait sourire davantage ou il la remplacerait par un iPad. J'ai hoché la tête lentement. Merci, Mike. Ça m'aide. Vous allez le garder, a demandé Mike, prenant un risque. Je vais régler ça, ai-je dit. Mike, j'ai besoin que vous soyez devant la salle de réunion principale à 10 heures. Amenez 2 autres gardes et amenez une boîte. Une boîte pour les effets personnels, ai-je dit. Le visage de Mike s'est fendu d'un petit sourire complice. Oui, madame. Je serai là. Je suis monté à mon bureau, le vrai, celui avec la vue panoramique sur la ville, celui dont Dylan pensait qu'il appartenait à un conglomérat sans visage. Je me suis assise à mon bureau, la surface en verre fraîche sous mes mains. J'ai allumé mon terminal. Jordan avait assuré. L'email m'attendait. Sujet, audit des dépenses des calls confidentiels pièces jointes, audit Q3Q4.xlsx. J'ai ouvert le fichier. Des rangées et des rangées de données remplissaient l'écran. Les drapeaux rouges étaient surlignés en jaune. J'ai commencé à lire et à mesure que je lisais, la tristesse que je ressentais pour mon frère a commencé à durcir en quelque chose d'autre, quelque chose de plus froid, quelque chose de nécessaire. Ce n'était plus seulement du harcèlement. C'était du vol. Le tableur était une carte routière de l'avidité. J'ai fait défiler les lignes, mes yeux passant des dates au montant aux commerçants. C'était pire que je ne le pensais. C'était flagrant. C'était imprudent. C'était le comportement de quelqu'un qui se croyait au-dessus des lois. Article 143.
dîner chez le Bernardin. Coût 1400 $. Objet, réunion client Apex Tech. J'ai vérifié le journal de référence croisé. Apex Tech n'était même pas encore client. Et à cette date, j'ai vérifié les réseaux sociaux de Dylan. Il n'était pas assez intelligent pour les garder privés. À cette date, il avait posté une photo d'un dîner de steak avec la légende, soirée entre garçons, la belle vie. Il avait passé un enterrement de vie de garçon en note de frais comme une réunion client. Article 215. Voyage Miami. Coût 4500 $. Hôtel, le Four Seasons. Les notes disaient conférence. J'ai vérifié le calendrier de l'industrie. Il n'y avait pas de conférence à Miami cette semaine-là, mais il y avait un festival de musique. Article 302. Fourniture de bureau. Coût 800 $. J'ai cliqué sur l'image du reçu. Ce n'était pas du papier ou du toner. C'était un reçu pour une machine à expresso haut de gamme. Je n'avais jamais vu de machine à expresso dans la salle de pause des ventes. Cette machine était dans sa cuisine à la maison. J'ai ressenti une vague de nausée. C'était mon argent. C'était l'argent pour lequel je me privais de repas pour économiser. C'était l'argent que je refusais de dépenser pour une nouvelle voiture afin de pouvoir offrir une couverture santé complète à mes employés. Et il le volait pour acheter des steaks et des machines à expresso. Je me suis souvenu du parking à nouveau. Besoin d'argent pour l'essence? L'ironie était si tranchante qu'elle pouvait couper du verre. Il m'offrait mon propre argent volé comme charité. Il jouait au frère riche bienveillant en utilisant les fonds qu'il avait détournés de l'entreprise de sa pauvre sœur. J'ai décroché le téléphone et composé le numéro de notre conseillère juridique. Sarah Jenkins, pas la stagiaire, mais le requin du barreau que nous gardions en réserve. Harper, a-t-elle répondu, semblant réveillée malgré l'heure. Les avocats ne dorment jamais. Je t'envoie un dossier, ai-je dit. J'ai besoin que tu regardes les implications de fraude. Possible détournement de fonds. C'est qui? Dylan Cole. Il y eut un lourd silence sur la ligne. Sarah savait qu'il était mon frère. Elle était l'une des rares à tout savoir. Harper, a-t-elle dit doucement. Es-tu sûr? C'est une infraction criminelle. Si nous poursuivons cela, ce n'est pas juste le licencier. Cela pourrait signifier des poursuites. Je sais, ai-je dit, fixant l'entrée pour le voyage à Miami. Il a volé plus de 50 000 $ en 6 mois. Sarah, c'est un crime. C'est ton frère, m'a-t-elle rappelé. Tes parents? Mes parents ont créé ça, ai-je coupé. Ils lui ont appris qu'il ne pouvait rien faire de mal. Ils lui ont appris que les règles sont pour les autres. Si je laisse passer ça, je ne suis qu'une autre facilitatrice. D'accord, a dit Sarah, sa voix passant en mode professionnel. Je vais rédiger les papiers de licenciement pour faute grave. Faute lourde, vol, violation de l'obligation fiduciaire. Veux-tu que la police soit impliquée? J'ai hésité. C'était le précipice. Si j'appelais la police, j'envoyais mon frère en prison. Pas encore, ai-je dit. Je veux qu'il rembourse chaque centime. S'il le fait, nous ne portons pas plainte. S'il refuse, alors nous appelons le procureur. Compris. J'aurai les papiers prêts pour 9 heures. J'ai raccroché. Je me sentais vidé, mais ma résolution était inébranlable. J'ai regardé l'horloge. 8h15. Le bureau commençait à se réveiller. Les emails arrivaient. Le bourdonnement du système CVC s'est enclenché. J'avais besoin d'une chose de plus. J'avais besoin de le prendre en flagrant délit d'arrogance une dernière fois. J'avais besoin de voir son visage quand il penserait avoir gagné pour que sa chute soit absolue. J'ai ouvert ma messagerie et composé un nouveau message. J'ai ajouté Dylan et ses 3 lieutenants, les gars du parking. Sujet, urge examen de la stratégie exécutive et du leadership. Lieu, salle de réunion principale. Heure, 10h. Présence obligatoire. Je l'ai envoyé depuis l'alias du bureau du PDG, une adresse email qui n'envoyait généralement que des bulletins d'information à toute l'entreprise. C'était menaçant mais vague. Je me suis rassise et j'ai attendu. 5 minutes plus tard, mon téléphone jetable, celui que j'utilisais pour le conseil informatique, a vibré. C'était un texto de Dylan.
Yo, Harp, tu vas pas le croire. Je viens d'être convoqué à la salle de réunion par le bureau du PDG. De grandes choses se passent. Je pourrais être directeur bientôt. Dis à maman et papa que je pourrais acheter cette maison de plage après tout. J'ai lu le texte. L'illusion était incroyable. Il voyait une convocation du PDG et supposait que c'était un couronnement. Félicitations, ai-je répondu par texto. J'espère que tu es prêt. Je suis né prêt, a-t-il répondu. Les perdants regardent, les gagnants jouent. Souviens-toi de ça. Les perdants regardent, ai-je chuchoté à la pièce vide. Je me suis levé et j'ai marché vers le placard dans le coin de mon bureau. À l'intérieur, suspendu dans une housse, se trouvait mon armure. Ce n'était pas un sweat à capuche. Ce n'était pas un t-shirt Target. C'était un costume gris anthracite taillé sur mesure. Laine italienne. Tranchant, sévère, autoritaire. J'ai sorti une paire de talons aiguilles noirs, le genre qui fait un clic distinctif et terrifiant sur un sol en marbre. J'ai enlevé mes vêtements décontractés. J'ai mis le costume. J'ai tiré mes cheveux en arrière dans un chignon serré et élégant. J'ai appliqué une couche de rouge à lèvres rouges, ma peinture de guerre. Je me suis regardé dans le miroir. Harper, la sœur sans emploi, était partie. Harper, la collectionneuse de canettes, était partie. Me regardant en retour se trouvait Harper Cole, PDG de Zénith Financial. J'ai vérifié ma montre. 9h55. Il était temps de descendre. Il était temps de recouvrer la dette. Le couloir menant à la salle de réunion principale est conçu pour intimider. Il est long, bordé de verre du sol au plafond d'un côté et d'art abstrait de l'autre. Le sol est en béton poli qui reflète tout. Je me tenais dans l'antichambre privée connectée à la salle de réunion, regardant le flux de sécurité sur une tablette. Dylan et son équipe sont arrivés à 9h58. Ils se pavanaient. Dieu, cette démarche. Dylan portait un costume bleu marine un peu trop serré, une montre en or brillant sous les lumières. Il riait, tapant dans la main du gars à côté de lui, un homme nommé Greg, qui était le vice-président des ventes régionales et tout aussi complice de la culture de harcèlement. Je te le dis, disait Dylan, sa voix portant à travers le microphone. Ils vont m'offrir le poste de vice-président de l'Amérique du Nord. Le gars actuel est faible. Il voit mes chiffres. Il voit les chèques de bonus. C'est une affaire conclue. Et les rumeurs d'audit, a demandé Greg, semblant un peu nerveux. Paranoïa, a raillé Dylan. Qui va nous auditer? On rapporte l'argent. Tu n'auditais pas la poule aux œufs d'or, Greg. Tu la nourris. Il s'est arrêté aux lourdes portes en chêne de la salle de réunion. Il a ajusté sa cravate. Vérifiant son reflet dans la poignée en verre. C'est l'heure du spectacle, les gars, a-t-il dit. Entrons là-dedans et agissons comme si nous possédions l'endroit parce que bientôt ce sera le cas. Il a poussé les portes. Ils sont entrés. La salle de réunion était impressionnante. Une table en acajou de 6 mètres s'étendait au centre, des chaises en cuir, une vue panoramique sur la ligne d'horizon, mais la pièce était vide, ou du moins c'est ce qu'il pensait. À l'autre bout de la table, le fauteuil du PDG, un fauteuil de direction en cuir à haut dossier, leur tournait le dos, face à la fenêtre. Dylan s'est arrêté. Les rires se sont tus. Ils ont regardé autour d'eux, confus. Bonjour, a appelé Dylan. Nous sommes ici pour l'examen de leadership. Silence. Peut-être qu'ils sont en retard, a chuchoté Greg. Le PDG n'est pas en retard, a dit Dylan, agacé. Il a marché avec confiance vers le bout de la table. Il a posé ses mains sur le dossier de l'une des chaises vides. Asseyez-vous, les gars. Mettons-nous à l'aise. Démonstration de pouvoir. Ils se sont assis, remuant des papiers, vérifiant des téléphones. Dylan s'est assis à droite du fauteuil de tête, le siège de l'héritier présomptif. Je me demande qui c'est, a songé Dylan. Jordan ou peut-être le partenaire silencieux. J'ai entendu des rumeurs qu'il y a un propriétaire majoritaire que personne ne voit. Peut-être que c'est Elon Musk. Un des copains a plaisanté. Dylan a ri. Qui que ce soit, je vais demander une augmentation de 20% du salaire de base et des stocks options. S'ils veulent Dylan Cole, ils doivent payer pour la marque.
J'écoutais depuis l'antichambre, la main sur la poignée de porte. L'arrogance était suffocante. Il négociait une augmentation tout en se tenant sur une trappe. J'ai pris une profonde inspiration. C'était ça, le moment de vérité. J'ai signalé Mike sur le casque. Sécuriser le couloir. Personne ne sort. Bien reçu, a grésillé la voix de Mike. J'ai ouvert la porte de communication, l'entrée secrète derrière le fauteuil du PDG, et je suis entré dans la pièce, mais je ne me suis pas encore annoncé. J'ai marché doucement sur le tapis moelleux. Le haut dossier du fauteuil me cachait encore de leur vue. Je me tenais directement derrière le fauteuil. « Tu veux parler de la marque, Dylan ?» ai-je dit. Ma voix était calme, projetée parfaitement. La pièce s'est figée. Le silence a été instantané et absolu. « C'est qui ?» a demandé Dylan, plissant les yeux vers le dossier du fauteuil. « Jordan ?»« Non, ai-je dit. Quelqu'un qui pense que ta marque est actuellement évaluée à 54 000 $. J'ai tendu la main et agrippé le haut du fauteuil en cuir. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Dylan s'est levé, en colère maintenant. « Arrête de jouer. Montre-toi. »« Assieds-toi, Dylan » ai-je commandé. Ma voix a descendu d'une octave, atteignant ce ton d'autorité absolue que je réservais habituellement à la négociation de fusion de plusieurs millions de dollars. Pour la première fois de sa vie, il m'a écouté. Il s'est rassis dans son fauteuil. Confus. « Tu as demandé une réunion avec le propriétaire » ai-je dit. « Tu as demandé un examen. Tu as demandé de l'attention. » J'ai fait pivoter le fauteuil. Le fauteuil a tourné. Je ne me suis pas assise dedans. Je suis resté debout derrière, posant mes mains sur l'appui-tête en cuir, me cadrant comme un juge dans un tribunal. La réaction a été viscérale. C'est arrivé au ralenti. La mâchoire de Dylan est littéralement tombée. Ses yeux ont exorbité. Il a cligné une fois, deux fois, comme si son cerveau essayait de rejeter l'image qu'il traitait. « Harper » a-t-il étouffé. C'était un son de pure confusion. Ce n'était pas encore de la peur. C'était juste un bug dans sa réalité. « Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il bégayé, regardant autour de lui comme s'il attendait que le vrai PDG surgisse et m'arrête. « Harper, sors. C'est une réunion restreinte. La sécurité va. »« Je suis la sécurité » ai-je coupé. « Et la PDG. Et la propriétaire. » Les mots ont flotté dans l'air comme de la fumée. Greg, le vice-président, a regardé de moi à Dylan. « Dylan, c'est ta sœur ? Celle avec la voiture ? » « Oui, » ai-je dit en croisant le regard de Greg. « Celle avec la voiture pourrie. Celle dont vous avez ri hier. Celle dont vous avez dit qu'elle ramassait des canettes. » Dylan s'est levé à nouveau, son visage devenant rouge. « D'accord, très drôle. Tu as couché avec le concierge pour avoir la clé ? Harper, sérieusement, sors avant de te faire arrêter. Tu t'embarrasses. » Il ne pouvait toujours pas le voir. Il ne pouvait pas comprendre que la dynamique du pouvoir avait changé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. J'ai simplement pris une télécommande sur la table et cliqué. L'écran massif derrière moi s'est allumé en rugissant. Ce n'était pas un PowerPoint sur les objectifs de vente. C'étaient les images de sécurité du parking d'hier. Haute définition. Audio activé. Prends-toi de l'argent pour l'essence. Ou peut-être un désodorisant. Ça sent le désespoir là-dedans. La voix de Dylan a résonné dans la salle de réunion. Minuscule et cruelle. Puis l'écran s'est divisé. De l'autre côté, le tableur est apparu. L'audit. Les dîners de steak, le voyage à Miami, la machine à expresso. Détournement de fonds détecté, 54 320 $. La couleur a quitté le visage de Dylan. Ça a commencé à ses joues et est descendu jusqu'à son cou jusqu'à ce qu'il ressemble à une figure de cire. Il est devenu pâle, mortellement pâle. Il a regardé l'écran. Il m'a regardé et enfin, il a regardé la plaque signalétique posée sur le bureau devant le fauteuil du PDG. Je me suis penché et je l'ai retourné. Harper Cole, fondatrice et PDG. Non, a-t-il chuchoté. Non, c'est impossible. Maman a dit.
Papa a dit. Maman et papa ne savent pas, ai-je dit en marchant lentement autour de la table vers lui. Mes talons claquaient sur le sol. Clic, 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 comme une horloge qui tourne. J'ai bâti cette entreprise depuis un ordinateur portable pendant que tu faisais la fête à Canquin avec la carte de crédit de papa. J'ai construit ce bâtiment pendant que tu échouais à ton 3e emploi de vente. Je me suis arrêté juste devant lui. J'étais assez près pour sentir la peur sur lui. Ça sentait la sueur et l'eau de Cologne bon marché. Tu m'as montré un chèque hier, Dylan, ai-je dit doucement. Tu as demandé si j'avais besoin d'argent. J'ai fouillé dans la poche de mon costume et j'ai sorti le billet de $20 qu'il avait jeté dans ma voiture. Je l'ai claqué sur la table devant lui. Je n'ai pas besoin de ton argent, ai-je dit. Mais toi. Tu vas en avoir besoin de beaucoup, parce que le vol qualifié est une accusation coûteuse à combattre. Vol, a couiné Dylan. Il a regardé ses amis pour du soutien, mais il fixait la table, terrifié. Il savait que si le capitaine coulait, il coulait avec lui. 54 000 $, Dylan. J'ai énuméré les dépenses frauduleuses, les fausses réunions clients, le vol de biens de l'entreprise. C'était juste un avantage, a bégayé Dylan, la sueur perlant sur son front. Tout le monde le fait, Harper. Allez. C'est moi, ton frère. On est la famille. La famille? J'ai ri. C'était un son froid et tranchant. La famille ne s'humilie pas sur les parkings. La famille ne se vole pas. Tu ne m'as pas traité comme de la famille hier. Tu m'as traité comme un accessoire pour ton ego. Je plaisantais, a-t-il supplié. C'était juste une blague. J'allais te dire. J'allais. Tu allais quoi? Je me suis penché. M'offrir un travail pour nettoyer ton bateau. Il n'a rien dit. Il a juste tremblé. Tu m'as traité de raté, ai-je dit. Tu m'as traité de spectatrice. Mais pendant que tu jouais au caïd, je signais tes chèques de paie. J'approuvais tes bonus. Je t'ai donné une chance, Dylan. Je t'ai embauché en espérant que tu grandirais. Mais tu es petit. Tu es si petit. J'ai regardé autour de la table les autres. Et toi, j'ai pointé Greg. Tu as ri. Tu t'es moqué de ma voiture. Tu as harcelé mon personnel. Tu penses que parce que tu rapportes des revenus, tu es intouchable. Greg ne pouvait même pas croiser mon regard. Mademoiselle Cole. Je ne savais pas. L'ignorance n'est pas une défense, ai-je claqué. Je me suis retourné vers Dylan. Il était affalé dans sa chaise, un homme brisé. L'arrogance était partie, remplacée par la réalisation terrifiante que sa vie implosait. J'ai 2 documents ici, ai-je dit en faisant glisser un dossier sur le bois poli. L'un est un plan de remboursement. Tu signes ton bonus, ton dernier chèque de paie, et tu liquides tes actifs pour rembourser chaque centime que tu as volé. Si tu fais ça, je n'appelle pas la police. Et l'autre, a-t-il chuchoté. L'autre est un avis de licenciement, ai-je dit. Je me suis penché, mettant mon visage au niveau du sien. Je voulais qu'il se souvienne de ce moment pour toujours. Je voulais qu'il se souvienne de la sœur sans emploi qui tenait son destin entre ses mains. Tu es viré, ai-je chuchoté. Les mots sont restés là. Lourd, définitif. Vous tous, ai-je ajouté en regardant le groupe. Sortez de mon bâtiment maintenant. Mike est dehors avec des boîtes pour vos effets personnels. Vous avez 10 minutes avant que la sécurité ne vous escorte hors des lieux. Dylan m'a fixé. Harper, s'il te plaît. Mon condo, la pension alimentaire. Si je perds ce travail. Tu aurais dû y penser avant de me voler, ai-je dit. Garde les $20, Dylan. Tu pourrais en avoir besoin pour l'essence. Je lui ai tourné le dos et j'ai marché vers la fenêtre, regardant la ville que j'avais conquise. Derrière moi, j'ai entendu le bruit des chaises qui raclent, des pieds qui traînent, et le bruit sourd de la porte qui se ferme. J'étais seul dans la salle de réunion. J'ai pris une profonde inspiration. Mes mains tremblaient légèrement, pas de peur, mais de l'adrénaline d'avoir enfin lâché le secret que je portais depuis des années. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de mon père. Il était temps pour la 2e conversation la plus difficile de la journée.
Allô, a répondu papa. Papa, ai-je dit. C'est Harper. Tu devrais peut-être t'asseoir. Dylan rentre tôt à la maison aujourd'hui et il a des nouvelles. Le silence dans la salle de réunion après le départ de Dylan était lourd. Mais à l'extérieur de ses portes en acajou, le bruit ne faisait que commencer. Je ne suis pas resté dans la salle. J'avais besoin de voir les choses jusqu'au bout. J'avais besoin de m'assurer que le cancer était complètement excisé du corps de mon entreprise. J'ai observé depuis la vitre teintée de l'antichambre alors que Mike, mon chef de la sécurité, accomplissait son devoir. Ce n'était pas violent. C'était clinique. C'est ce qui rendait la chose si dévastatrice. Il n'y avait pas de concours de cris, pas de lutte dramatique. Juste Mike et deux autres gardes debout comme des piliers de pierre pointant vers les ascenseurs. Dylan est sorti le premier. Il avait essayé de se composer une contenance, lissant sa veste, arrangeant sa cravate, tentant de sauver un lambeau de dignité, mais ses yeux le trahissaient. Il s'agitait, sauvage et paniqué, comme un animal réalisant que la porte de la cage s'était verrouillée. Derrière lui, Greg et les deux autres copains avaient l'air de marcher vers la potence. Ils portaient des boîtes en carton emballées à la hâte avec des chargeurs de téléphone, des photos encadrées et tous les débris personnels qu'ils avaient accumulés en prétendant être les rois du bureau. L'étage principal des ventes était devenu silencieux. Les nouvelles voyagent plus vite que la lumière dans un environnement d'entreprise. La rumeur avait déjà produit le gros titre, la meute de loups a été traquée. Des têtes dépassaient des murs des box. Les yeux s'écarquillaient. J'ai vu Sarah. L'analyste junior que Dylan avait harcelé jusqu'aux larmes pour un choix de police. Debout près de la photocopieuse, elle tenait une pile de papier contre sa poitrine, regardant la procession. Quand Dylan est passé devant elle, il n'a pas ricané. Il n'a pas fait de commentaires narquois. Il a regardé le sol. Il ne pouvait même pas supporter d'affronter les gens qui l'avaient tourmenté maintenant que son bouclier d'invincibilité avait été arraché. J'ai vu Sarah se tenir un peu plus droite. Elle n'a pas souri. Elle était trop professionnelle pour ça. Mais ses épaules se sont détendues. La tension qui vivait dans sa posture depuis des semaines s'est évaporée. Ce petit changement dans son langage corporel valait chaque centime des revenus que j'allais perdre en licenciant ma meilleure équipe de vente. Je suis retourné à mon bureau et j'ai décroché mon téléphone. L'appel à mon père se connectait encore. Harper. Sa voix est arrivée, tranchante et impatiente. Je suis en réunion. C'est quoi cette histoire de Dylan qui rentre à la maison? A-t-il eu la promotion? C'est pour ça qu'il part tôt? Je me suis assise dans mon fauteuil en cuir, fixant la ligne d'horizon de la ville. Non, papa. Il n'a pas eu la promotion. Il a été viré. Il y eut une pause, un long silence suffocant. Puis un rire, un gloussement sec et incrédule. Viré? Ne sois pas ridicule. Dylan est leur star. Il m'a juste dit hier qu'il rapportait des chiffres records. Qui l'a viré? Un petit chef jaloux? Je vais passer un coup de fil. Je connais des gens au conseil d'administration de Zénith. Tu ne peux pas passer de coup de fil, papa, ai-je dit, ma voix stable. Parce que la personne qui l'a viré est l'actionnaire majoritaire. Le propriétaire? Eh bien, alors j'appellerai le propriétaire, a-t-il claqué. Je menacerai d'un procès pour licenciement abusif. Ils ne peuvent pas juste virer un producteur comme Dylan sans cause. Ils ont une cause, ai-je dit. Vol qualifié, détournement de fonds, fraude. Tu mens, a-t-il craché. Pourquoi dis-tu ces choses? Tu as toujours été jalouse de lui juste parce qu'il réussit. Je l'ai viré, papa, ai-je interrompu, coupant à travers son déni comme un couteau. Moi, Harper. Je possède Zénith Financial. Je possède le bâtiment. Je possède le bureau où il était assis. Et je l'ai viré il y a 10 minutes pour m'avoir volé 54 000 $. Le silence à l'autre bout n'était pas juste calme. C'était le bruit d'une vision du monde qui se brisait. J'arrive, ai-je dit. Nous devons parler. Dis à maman de s'asseoir. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Ma main tremblait, juste un peu, non pas de peur, mais de l'adrénaline d'avoir enfin, après 29 ans, laissé tomber le masque. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents dans ma voiture pourrie. Ça semblait poétique.
La berline grise cliquetant dans l'allée de leur domaine impeccablement entretenu dans le quartier riche. Je me suis garé derrière la Range Rover de Dylan. Il m'avait battu. Bien sûr. Il conduisait comme un maniaque. Probablement en essayant de sortir sa version de l'histoire avant mon arrivée. J'ai monté les marches de l'entrée. J'avais l'habitude de me sentir petite en montant ces marches. J'avais l'habitude de me sentir comme la déception rentrant à la maison pour s'excuser de ne pas être assez brillante, assez jolie, assez prospère. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je montais ces marches en tant que PDG venant mener un examen de performance sur sa famille. J'ai ouvert la porte. Je pouvais les entendre dans le salon. Ma mère sanglotait. Dylan criait. Elle m'a piégé. Je le jure devant Dieu. Maman, c'est une erreur comptable. Elle a truqué les comptes pour me faire mal voir parce qu'elle me déteste. Je suis entré dans la pièce. C'était un tableau de dysfonctionnement. Ma mère, Patricia, était drapée sur le canapé floral, serrant un mouchoir, semblant pleurer un mort. Dylan faisait les 100 pas. Cravate desserrée, sueur tachant son col, tenant un verre de whisky. Mon père se tenait près de la cheminée, le visage rouge, ressemblant à un orage sur le point d'éclater. Elle est là, a sifflé Dylan, pointant un doigt tremblant vers moi. Demande-lui. Demande-lui pourquoi elle a ruiné ma vie. Mon père s'est avancé. Harper, c'est quoi ces bêtises? Dylan dit que tu travailles secrètement chez Zénith. Et que tu as manipulé le conseil d'une manière ou d'une autre pour le faire virer. Je n'ai pas manipulé le conseil, papa, ai-je dit en laissant tomber mon sac à main sur la table basse. Je suis le conseil. C'est impossible, a gémi ma mère. Tu répares des ordinateurs. Tu vis dans cette horrible petite maison. Tu conduis ce tas de ferraille. Ça s'appelle se construire tout seul, maman, ai-je dit. Ça s'appelle réinvestir les profits. Ça s'appelle construire quelque chose de réel au lieu de faire semblant d'être riche. J'ai fouillé dans mon sac et sorti le dossier, le même dossier que j'avais montré à Dylan dans la salle de réunion. Je l'ai jeté sur la table basse. Il a atterri avec un bruit sourd à côté d'un vase en cristal. Lis-le, ai-je dit. Mon père a regardé le dossier, puis moi. Il a hésité. Il ne voulait pas regarder. Regarder signifiait savoir. Savoir signifiait accepter que son enfant chéri était un voleur. Je n'ai pas besoin de lire tes mensonges fabriqués, a crié Dylan, essayant d'attraper le dossier. J'ai été plus rapide. J'ai marché sur le dossier avec mon talon. Touche-le, Dylan, et j'appelle la police tout de suite. Sarah Jenkins a la plainte pénale rédigée et prête à être déposée. La seule raison pour laquelle la police ne frappe pas à cette porte en ce moment, c'est parce que je t'ai donné un délai de grâce pour me rembourser. Te rembourser? Mon père avait l'air confus. Pourquoi? Pour les 54 000 $ qu'il a volés, ai-je dit froidement. Steak, voyage, machine à expresso. Il a utilisé la carte de crédit de mon entreprise comme sa tirelire personnelle. Mon père a finalement ramassé le dossier. Il l'a ouvert. Il a mis ses lunettes de lecture. La pièce est devenue silencieuse à l'exception des pleurs doux de ma mère et du cliquetis de la glace dans le verre de Dylan. J'ai regardé les yeux de mon père scanner les lignes. J'ai regardé le déni combattre la preuve. Il était avocat. Il savait à quoi ressemblait un audit forensique. Il savait à quoi ressemblaient des reçus vérifiés. Il ne pouvait pas prétendre que ce n'était pas réel. Le Bernardin, a murmuré mon père. Le voyage à Miami. Dylan, tu nous as dit que l'entreprise avait payé pour ça parce que tu avais gagné un prix. Ils l'ont fait, a menti Dylan, désespéré. Je veux dire, c'était un avantage. Harper déforme tout. Ce n'était pas un avantage, ai-je dit. C'était non autorisé. Et en regardant les dates. Ce voyage à Miami, c'était la même semaine où tu as dit à maman que tu ne pouvais pas venir aux funérailles de grand-mère parce que tu avais des réunions clients critiques. Ma mère a arrêté de pleurer. Elle a levé les yeux, son mascara coulant. Quoi? Vérifie les dates, maman, ai-je dit doucement. Il ne travaillait pas. Il était à un festival de musique à Miami. À mes frais. Ma mère a regardé Dylan. Pour la première fois de sa vie,
Elle ne le regardait pas avec adoration. Elle le regardait avec horreur. Dylan, est-ce vrai? Tu as raté les funérailles de grand-mère pour faire la fête? Dylan a paniqué. Maman, non. C'était du réseautage. Tu dois réseauter pour avoir des clients. Harper ne comprend pas les affaires. Je comprends les affaires assez bien pour savoir que la fraude est un crime, ai-je contré. Mon père a fermé le dossier. Il a enlevé ses lunettes. Il avait l'air vieux. Soudain, le puissant avocat d'affaires ressemblait à un vieil homme fatigué. Harper, a-t-il dit, sa voix calme. Tu possèdes Zénith? Oui. Et tu l'as embauché? Oui. Je voulais lui donner une chance. Je pensais que s'il avait un vrai travail, il se redresserait. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, a-t-il demandé. Il y avait de la blessure dans sa voix, mais aussi de l'accusation. Pourquoi nous as-tu laissé croire que tu étais en difficulté? Parce que si je vous l'avais dit, ai-je dit en regardant autour de la pièce les meubles coûteux, les portraits de Dylan, les trophées sur le manteau de la cheminée, vous auriez essayé de le contrôler. Vous m'auriez dit d'embaucher Dylan comme PDG. Vous m'auriez dit d'acheter une voiture plus voyante pour représenter la famille. Vous ne m'avez jamais respecté, papa. Vous ne respectiez que l'argent, alors j'ai gardé l'argent et j'ai gardé mon respect de moi-même. Nous voulions juste le meilleur pour toi, a reniflé ma mère. Non, ai-je dit. Vous vouliez le meilleur pour Dylan. Vous vouliez que je sois son personnel de soutien. Tu te souviens quand j'avais 14 ans et qu'il a volé mon idée d'application? Vous m'avez dit de me taire. Vous m'avez dit de le laisser avoir la victoire parce qu'il avait besoin d'un regain de confiance. Eh bien, j'ai fini de booster sa confiance. Je me suis tourné vers Dylan. Il était coincé. Il savait que le jeu était fini. Tu as 48 heures, ai-je dit. Liquide tes actifs. Vends le bateau que tu n'as pas encore. Vends la Rover. Encaisse ton plan d'épargne retraite. Je veux un chèque de banque de 54 320 $ sur mon bureau vendredi à 17 h. S'il manque un centime ou s'il est une minute en retard, je dépose le rapport de police. Je ne peux pas réunir ce genre d'argent en 2 jours. A crié Dylan. J'ai une hypothèque. J'ai des paiements de pension alimentaire. Mon ex-femme me souffle déjà dans le cou. Alors demande à maman et papa, ai-je dit en faisant un geste vers nos parents. Ce sont eux qui ont créé cette version de toi. Peut-être qu'ils veulent te renflouer une dernière fois. J'ai regardé mon père. Vas-tu payer pour ces crimes, papa? Encore? Vas-tu puiser dans ta retraite pour couvrir son vol? Mon père a regardé Dylan. Il a regardé le verre de whisky dans la main de Dylan. Il a regardé le sentiment de droit gravé sur le visage de son fils. Non, a dit mon père. Le mot a flotté dans l'air. Papa, a chuchoté Dylan. Non, a répété mon père plus fort. Cette fois, c'est fini. J'ai payé pour les avocats quand tu as eu cette conduite en état d'ivresse. J'ai payé tes cartes de crédit 3 fois. J'ai payé ton acompte. J'ai fini. Tu ne peux pas être sérieux, a crié Dylan. Elle me ruine. C'est ta fille. Dis-lui d'arrêter. C'est la PDG, a dit mon père en me regardant avec un mélange étrange de peur et de nouveau respect. Et elle a raison. Tu as volé. Tu as menti. Et tu as raté les funérailles de ta grand-mère pour aller à un concert. Mon père a tourné le dos à Dylan. Tu es tout seul, fils. Dylan m'a regardé. Ses yeux étaient remplis d'une haine pure et non diluée. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Je ne veux pas de ton pardon, Dylan, ai-je dit en ramassant mon sac à main. Je veux mon argent. J'ai marché vers la porte. Je ne l'ai pas claqué. Je l'ai fermé doucement. Alors que je descendais les marches vers ma voiture, je pouvais entendre des cris éclater à nouveau à l'intérieur de la maison. Mais cette fois, ce n'étaient pas mes parents hurlant au monde pour protéger Dylan. C'était le bruit d'une famille se fracturant enfin sous le poids de la vérité. Je suis monté dans ma voiture. Le moteur a toussé, crachoté et a fini par démarrer. J'ai tapoté le tableau de bord. Bonne fille, ai-je chuchoté. J'ai démarré. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai juste écouté le vent s'engouffrer par les fenêtres ouvertes,
lavant l'odeur de cette maison. L'air semblait plus propre. La route semblait plus large. Mais la guerre n'était pas finie. Dylan était désespéré, et les hommes désespérés sont dangereux. Je savais qu'il ne tomberait pas sans essayer de tout brûler avec lui. Je devais être prête pour la tempête juridique qui arrivait. Les 48 heures suivantes furent un flou de manœuvres juridiques et de triage d'entreprises. Dylan n'a pas payé le vendredi. Bien sûr que non. Au lieu de cela, il a engagé un avocat bon marché de centre commercial, qui a envoyé une lettre de cessation et d'abstention alléguant un environnement de travail hostile et un piégeage. C'était risible. J'étais assise dans mon bureau avec Sarah Jenkins, ma conseillère générale. Elle a lu la lettre à haute voix, s'arrêtant pour siroter son café. Il prétend que tu l'as forcé à dépenser l'argent en créant une culture d'attente à enjeux élevés. Sarah a gloussé. C'est une nouvelle celle-là. En gros, ma patronne m'a fait voler des dîners à 1400 $ parce que j'étais stressé. Dépose le rapport de police, ai-je dit. Je n'ai pas hésité. Le délai de grâce était terminé. Fait, a dit Sarah. Nous avons également déposé une plainte civile pour la restitution, et comme il a utilisé des fonds de l'entreprise pour des voyages personnels, l'IRS pourrait être intéressé par ses déclarations fiscales. Je peux faire un signalement anonyme si tu veux passer à l'attaque nucléaire. Restons au vol pour l'instant, ai-je dit. Je ne veux pas le détruire complètement. Je veux juste la justice. Harper, a dit Sarah doucement en posant le papier. Il va tout perdre. Tu le sais, n'est-ce pas? Avec une accusation de crime, il ne travaillera plus jamais dans la finance. Sa licence sera révoquée. Il a fait ce choix, ai-je dit, bien que mon estomac se torde. Les retombées ont été rapides. La police a arrêté Dylan à son condo un samedi matin. Ma mère m'a appelé en hurlant, me suppliant d'abandonner les charges. Elle a dit que je déchirais la famille. Je lui ai dit que la famille avait été déchirée il y a des années. Je ne faisais qu'allumer enfin les lumières pour que nous puissions voir les décombres. L'accord de plaidoyer est arrivé 2 semaines plus tard. Dylan a plaidé non coupable à une charge moindre de délit de vol en échange d'une restitution complète et de 3 ans de probation. Il a évité la prison de justesse, mais la condamnation était sur son casier. La vraie punition, cependant, était financière. Pour me rembourser, il a dû vendre la Range Rover. J'admets qu'il y avait une sombre satisfaction à voir la dépanneuse l'emmener. Il a dû vendre son condo. Il a emménagé dans un petit appartement loué à la périphérie de la ville, le genre d'endroit dont il avait l'habitude de se moquer. Ses amis, Greg et les autres, se sont volatilisés. Dès que l'argent s'est tari et que la réputation a été entachée, la meute de loups s'est dissoute. Greg m'a même envoyé un message LinkedIn pour s'excuser, demandant une référence. Je n'ai pas répondu. Mais le plus grand changement s'est produit à l'intérieur de Zenith Financial avec le départ de Dylan et de son équipe toxique. L'atmosphère au bureau a changé du jour au lendemain. C'était comme si un brouillard épais s'était levé. Les gens ont recommencé à parler dans les ascenseurs. Le rire est revenu. Pas le rire moqueur cruel de la meute de loups, mais une véritable camaraderie. J'ai arrêté de me cacher. J'ai commencé à garer ma voiture pourrie à la place du PDG. Le premier jour où je l'ai fait, le garde de sécurité, Mike, m'a fait un salut. J'ai franchi la porte d'entrée, la tête haute. J'ai tenu des réunions publiques. Je me suis présenté correctement. Je m'appelle Harper Cole, ai-je dit au personnel lors de la première réunion générale. Je conduis une berline de 2011. Je découpe des coupons et je crois que l'intégrité vaut plus qu'un chèque de bonus. Ils m'ont fait une ovation debout. Pas parce qu'ils y étaient obligés, mais parce qu'ils me croyaient. Sarah, l'analyste, a été promue au poste de chef d'équipe de Dylan. Elle n'avait pas son arrogance, mais elle avait quelque chose de mieux. De l'empathie et de l'intelligence. Sous sa direction, l'équipe de vente n'a pas seulement atteint ses objectifs. Elle les a dépassés de 15% au premier trimestre, sans une seule violation de compte de dépenses. 3 mois après le licenciement, je quittais le bureau tard. Il pleuvait. Une bruine grise et froide qui trempait tout. J'ai marché jusqu'à ma voiture. Alors que je déverrouillais la porte, une silhouette est sortie de l'ombre d'un pilier. J'ai tressailli, serrant mes clés comme une arme. Harper.
C'était Dylan. Il avait l'air mal en point. Il avait perdu du poids. Son costume avait disparu, remplacé par un jean et un coupe-vent qui semblaient trop fins pour le temps. Il avait l'air plus vieux, fatigué. L'arrogance qui avait défini son visage pendant 30 ans avait été érodée par la réalité. « Qu'est-ce que tu fais ici, Dylan ?» ai-je demandé en gardant mes distances. « Tu es en violation de propriété. »« Je voulais juste. »« Je voulais parler, » a-t-il dit. Sa voix était rauque. « Nous n'avons rien à nous dire. »« Parle à mon avocat. »« Je ne peux pas me permettre un avocat, » a-t-il dit amèrement. « Harper, écoute, je galère. Les frais de probation, le loyer. Personne ne veut m'embaucher. Je livre des pizzas. Moi, Dylan Cole, je livre des pizzas. Il m'a regardé, attendant la pitié, attendant que je craque. Attendant la sœur qui avait l'habitude de corriger ses devoirs pour corriger sa vie. J'ai besoin d'un prêt, a-t-il dit. Juste 5000 pour me remettre sur pied. Je jure que je te rembourserai. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme qui m'avait jeté un billet de $20 sur ce même parking. Te souviens-tu de ce que tu m'as dit, ai-je demandé. Quand tu as jeté cet argent sur mon siège. Il a baissé les yeux. Harper, s'il te plaît. Tu as dit, la survie du plus apte. Tu as dit, les perdants regardent, les gagnants jouent. Tu m'as dit que ma voiture sentait le désespoir. J'étais un idiot, a-t-il marmonné. Je suis désolé. D'accord ? Je suis désolé. Tu es désolé parce que tu es mouillé et fauché, ai-je dit. Tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait. Tu es désolé de t'être fait prendre. J'ai ouvert la portière de ma voiture. Harper. Il s'est approché, désespéré. Je suis ton frère. Tu as des millions. Tu ne remarquerais même pas qu'il manque 5000. Comment peux-tu être si froide ? J'ai fait une pause. J'ai regardé le bâtiment en verre massif derrière moi. Mon nom n'était pas sur le bâtiment, mais mon esprit était dans chaque brique. Je ne suis pas froide, Dylan, ai-je dit. Je me respecte enfin assez pour dire non. J'ai fouillé dans mon sac à main. Pendant une seconde, l'espoir a brillé dans ses yeux. Il pensait que je cherchais mon carnet de chèques. Au lieu de cela, j'ai sorti un billet de $20, le même billet de $20 qu'il m'avait jeté. Je l'avais gardé dans mon portefeuille comme un rappel. Je le lui ai tendu. Tiens, ai-je dit. Il l'a fixé. Qu'est-ce que c'est ? De l'argent pour l'essence, ai-je dit. Ou peut-être un désodorisant. Ça sent le désespoir ici dehors. Son visage s'est chiffonné. La honte l'a frappé comme un coup physique. Il n'a pas pris l'argent. Il ne pouvait pas. Bonne chance, Dylan, ai-je dit. Je suis monté dans ma voiture. Le moteur a démarré avec sa toux et son cliquetis familier. J'ai allumé les phares, l'illuminant debout sous la pluie. Un fantôme de l'homme qu'il était autrefois. J'ai démarré. Je n'ai pas regardé en arrière. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de mon père. On vend la maison. On réduit la taille. Maman veut savoir si tu veux le vieux piano. J'ai souri. La dynamique avait changé. Il s'ajustait enfin à la nouvelle réalité. J'ai répondu par texto, gardez-le, mais je prendrai les photos de famille, celles dans le tiroir. Je me suis engagé sur l'autoroute, rentrant chez moi. Ma voiture était vieille. Mes poches étaient pleines. Et pour la première fois de ma vie, j'étais complètement, sans excuse, libre.